va traiter des flûtes du Jura souabe, donc qu'on a découvertes sur les sites, excusez-moi pour le faux accent allemand, de Geissenklosterle, Vogelerd et Hollefels. Alors, donc un petit plan, hein, donc moi je vais présenter la partie 1, donc le contexte, qui sera expliqué pour chaque site. Et la partie 2 ensuite, c'est Jeff qui va s'en charger. De la question très spécifique de la confection de flûtes en ivoire de mammouth, qui est évidemment une prouesse technique, comme il va pouvoir vous le montrer. Alors, les flûtes du Jura souabe, donc c'est en Allemagne du sud-ouest qu'on les a découvertes. Donc voilà, ici hein, juste un petit plan pour essayer de mieux visualiser où ça se trouve. Avec évidemment les points donc de Vogelerd, Geissenklosterle et Hollefels qui sont évidemment très rapprochés. Voilà, alors, il y a 8 flûtes en tout, 8, pardon, je dis 8, je suis belge, donc j'aurai peut-être quelques termes que je vais prononcer à la belge, excusez-moi. Donc il y a 4 flûtes qui sont en os d'oiseau et 4 qui sont en ivoire de mammouth, ce qui pose évidemment question, d'où l'intervention de Jeff plus tard. Alors ici, un tableau qui reprend en détail les flûtes, en détail le matériel. Alors j'ai entouré évidemment le 23 et 31, c'est le nombre de fragments. La flûte numéro 1 de Geissenklosterle a été trouvée en 23 fragments, donc ça a été un travail assez exceptionnel réalisé par Nicolas Conhardt, qui est celui c'est l'archéologue principal, hein, disons, qui a trouvé ces flûtes, et ils ont fouillé par tamisage, donc ils ont tamisé les sédiments, et c'est ça qui a permis de retrouver en fait ces 23 fragments et les 31 de la flûte numéro 3 également, et sinon il y a toujours 12 ou 7 fragments, c'est assez minuscule, les fragments font environ 1 cm. Donc pour remonter tout ça, ça a été un travail assez exceptionnel qu'ils ont réalisé, qui malheureusement n'a pas été réalisé sur tous les sites. Hein. La technique du tamisage n'a pas été réalisée partout, c'est pour ça qu'il y a énormément de données en fait, qui sont en général perdues. Alors, toutes les flûtes ont été trouvées en contexte karstique, donc en grotte. Oups, je vais trop vite. Et donc ça pose en fait la question aussi éventuellement, hein, c'est une hypothèse, de l'usage de grottes comme amplificateur. Certains la mettent aussi en relation avec les peintures rupestres, et il faudrait en fait essayer de superposer excusez-moi, des cartes de l'endroit où ont été trouvées, des grottes qui ont contenu donc, des instruments de musique, dans lesquels on a trouvé des instruments de musique, et celles dans lesquelles on a trouvé de l'art, pardon, excusez-moi, de l'art, des gravures ou des peintures, parce qu'on se demande s'il n'y a pas un lien entre les deux, mais ça n'a pas encore été réalisé. Elles ont toutes été découvertes dans un dépotoir domestique, donc dans des rebuts d'occupation, ce que Nicolas Conhardt a interprété comme étant des instruments plutôt usuels, qui n'ont pas été trouvés dans un contexte ultra spécifique, mais on a également trouvé quand même des objets spécifiques dans ce même contexte. Il y a des statuettes, des bijoux, de l'os brûlé, etc., qui en fait semblent révéler un certain caractère symbolique, et donc qui pose question évidemment pour la musique évidemment également. Elle date de l'Aurignacien, donc l'Aurignacien entre 40 000 et 25 000 avant notre ère, et elle constitue donc les plus anciennes flûtes avérées. Alors, j'ai insisté sur le avéré, puisqu'évidemment, il y a d'autres flûtes, on va en mentionner une, qui pourrait être plus ancienne, mais dont la fonction de flûte est extrêmement remise en question. À tort ou à raison, on ne sait pas. En tout cas, il n'y a pas assez d'arguments en faveur ou en défaveur de ces flûtes pour trancher. Alors, pour commencer, donc, les flûtes de Geissenklosterle, évidemment, les fragments de la flûte numéro 3 ne permettent pas de faire une reconstitution. Mais la flûte numéro 1 a été... donc vous voyez les parties blanches, évidemment, c'est les manquements qui ont été comblés avec une résine, je pense.
Donc celle-ci est en radius de cygne. On se demande s'il a été importé, puisqu'on n'a pas trouvé d'autres ossements de carcasse de cygne. Du coup, il aurait été dépecé à un autre endroit et l'instrument fini aurait été emmené sur le lieu. Il n'aurait pas été réalisé à cet endroit-là. Donc elle a minimum 3 loges, ce sont les trous de jeu. Elle fait un peu plus de 12 cm de long et porte des incisions multiples que vous pouvez voir et qui posent question également. Et dont on va pouvoir parler un petit peu plus tard. La position des loges semble avoir été calculée parce que, bon, je ne suis pas musicienne malheureusement, mais cette flûte a été observée par plusieurs professionnels de la question et qui trouvent qu'au niveau de... Les loges sont placées vraiment de manière assez ergonomique, je dirais, elles sont bien placées pour le jeu, donc la position des loges semble être calculée. Alors, elles ont été trouvées aux alentours de 36 800 avant notre ère. Et donc, ce sont elles les plus anciennes flûtes avérées, parce que celles de Hohlefels et de Vogelerd sont un tout petit peu moins anciennes. La deuxième flûte, pardon, elle était très fragmentée, mais elle a pu être remontée. Celle-là est en ivoire de mammouth, ce qui est assez exceptionnel. Elle fait un peu plus de 18 cm de long, et elle aussi porte de nombreuses entailles incisées qui pourraient être mises en lien avec justement la chaîne opératoire, comme on le verra, chaîne opératoire qui est extrêmement complexe. Et donc la troisième flûte qui est en os d'oiseau, de cygne également, donc on se pose... dans la publication, il n'était pas certain que c'était du cygne, mais si c'en est, trop vite, la question se pose comme pour la flûte numéro 1. Elle a minimum 2 trous de jeu, mais évidemment, étant donné l'état extrêmement fragmentaire, on ne peut pas aller plus loin dans son identification. Alors, les flûtes de Hohlefels, il y en a eu 3 également. On les a trouvées dans un contexte où on a également découvert une statuette d'une Vénus. Donc la flûte numéro 1, c'est celle qui a été la mieux conservée. Elle est quasiment complète, ce qui est assez exceptionnel. Évidemment, elle était dans un état fragmentaire, mais elle a pu être remontée. En os de vautour, elle a une embouchure à double encoche en V, donc ce qui est aussi assez particulier. Elle a 4 loges, potentiellement 5. Évidemment, comme elle est fracturée au bout, on ne peut pas s'avancer pour l'instant plus précisément. Et elle porte également des incisions. C'est assez courant de trouver des incisions sur les flûtes, comme on peut le voir. Je vous en ai déjà montré 2, la 3e et les suivantes. Donc la flûte numéro 2 et la flûte numéro 3 sont extrêmement fragmentées et elles sont très peu représentées en photographie, etc. Donc on ne peut presque rien déterminer sur base de cela. Alors, et les flûtes de Vogelerd, il y en aurait 2, dont il y en a une où pas de photographie, je n'ai pas su avoir d'informations. On n'a pas de photographie, donc j'ai demandé à Nicolas Connard de me fournir ses photos, mais apparemment il n'a pas toutes les photos non plus. Et donc voilà, on va s'intéresser plutôt au deuxième fragment qui est vraiment très petit, il fait 1,3 cm, ce qui nous laisse quand même suffisamment de place pour voir qu'il y a en fait un trou vestigiel. Et il y a 7 entailles qui sont réalisées, donc encore des flûtes entaillées, sûrement... on pourra sûrement trouver l'explication, mais pour l'instant, ça reste encore des hypothèses. Et donc, celles-là ont été découvertes ont été datées de 30 000 avant Jésus-Christ. Et voilà, j'ai été assez vite parce que la question qui nous occupe, c'est vraiment ceci. Et donc voilà, je vais laisser la parole à Jess. Eh bien, bonjour. Tout le monde m'entend? Ça marche. Donc oui, mais par contre, il faut que tu développes, il faut que tu sois là. On voit ma tête là-dessus, c'est pas bien. Donc oui, ces flûtes à l'ivoire de mammouth nous ont posé des questions au niveau technique, bien sûr, vous en doutez. Comment a-t-on fait ça avec des outils certainement très simples, du silex en principe, et des lames ou des burins? Et c'est ce que nous avons essayé de comprendre et d'expliquer. Et donc, ce qu'on va essayer de voir, ce sont mes dessins, tiens. Comment on a pu extraire ces flûtes-là, sachant que, techniquement, une flûte faite en 2 parties rejointes ne doit laisser passer absolument aucune fuite d'air, et que cela demande une précision donc extrême.
Donc le principe, déjà, comment peut-on sortir d'un bloc d'ivoire suffisamment imposant, une défense de mammouth est très imposante, comment a-t-on pu sortir ces décorations? Alors, il y a déjà des chercheurs qui sont passés avant nous et qui ont défini comment pouvait-on utiliser cet ivoire pour les décorations vestimentaires, par exemple, ou pour d'autres usages, pour la chasse, pour les armes. Et donc, on a pensé, enfin, c'est ce qui est déjà développé dans les recherches actuelles, qu'ils avaient procédé de cette manière. Alors, j'aurais bien aimé avoir un stick pour vous montrer les détails sur le... Il n'y en a pas, je vais essayer de faire ça. Oui, comme ça, d'accord. Si tu n'en trouves pas, je vais essayer avec ça. Une chercheuse qui s'appelle Marie-Hélène Thiot a défini qu'effectivement, on faisait d'abord... je trouve que c'est pas la peine. Si je remonte, oui, peut-être bien, non, c'est encore loin. Vous voyez les traits longitudinaux donc, sur la défense qui vont... Absolument, merci. Fais-moi voir comment ça marche. T'as un petit bouton. Petit bouton. Laser. Il faut que j'appuie dessus. Voilà, ce trait. Il peut demeurer le bouton appuyé? Non, il faut rester appuyé. D'accord. Donc ce trait ici, et certainement un semblable de l'autre côté que je n'ai pas dessiné, vous montre une rainure longitudinale, de l'autre côté pareil, et ensuite perpendiculaire. Ça permet ainsi de détacher, on va dire, deux lames par exemple, que j'ai définies ici, parce que, en fait, l'ivoire de mammouth, lorsque la bête a perdu sa vie, et si on la laisse sécher, elle va se déliter en cernes, comme peut le bois, et là vous le voyez très bien, vous avez ici ces cernes qui se détachent. Et ils se détachent assez proprement pour que, justement, on puisse imaginer que de ces deux parties, il y ait une possibilité de les faire se réépouser parfaitement. Voilà, encore une autre définition de l'ivoire de mammouth tel qu'on le trouve actuellement dans les steppes de Sibérie, bien sûr, dans le permafrost. Donc c'est là-dessus qu'on a basé l'hypothèse que j'ai essayé de développer sous la forme du dessin. Donc tu peux revenir au dessin. Voilà, en détachant ces deux lamelles, on va dire, jusqu'au cerne que j'ai représenté ici, eh bien on obtient deux plaquettes. Et ces deux plaquettes vont nous permettre de travailler de telle manière à obtenir effectivement un petit cylindre qu'on va voir par la suite. Si tu peux me rapprocher du cylindre. Oui. Là, voilà, en bas. Donc, la première étape, c'est de détacher ces deux plaquettes. Elles ont pu servir à des tas de choses, mais certains hommes ont pensé qu'effectivement, plutôt que de prendre des os tout simples d'oiseaux qui sont déjà creux et tout préparés par la nature, eh bien, ils allaient eux-mêmes fabriquer cet os d'oiseau dans une ivoire de mammouth. Donc, ces deux plaquettes, si je les rapproche, je vais obtenir ceci. Je peux les ligaturer ensemble ou même les relier par de la cire ou plutôt de la résine, par exemple, pour les coller, pour pouvoir les travailler. Je dirais plutôt une ligature, d'ailleurs. Et donc, à partir de là, on va essayer de détacher ce fameux cylindre dans ces deux plaques. Bon, moi, j'ai dessiné large, certainement que les hommes ont pris plus court pour ne pas avoir trop à enlever, sachant qu'ils le font avec des grattoirs. Et que ces grattoirs sont fragiles, c'est du silex, c'est comme si vous utilisiez du verre, ça s'éclate, ça c'est pas vraiment un outil... Enfin, ils savaient mieux s'en servir que nous, certainement. Et donc, ils ont pu sortir de ces deux plaquettes cette espèce de cylindre tel quel. Et donc, on voit ici la trace de la jonction qu'on a pu remettre face à face. Et à partir de là, moi j'ai imaginé qu'effectivement, ces encoches qu'on a vues sur la flûte tout à l'heure, je ne sais pas si tu peux y revenir, je les ai redessinées ici. Toutes ces petites encoches sont effectivement des repères de travail, plutôt que des décorations. Les voici. Donc vous voyez ici, toutes ces petites encoches sont destinées à repositionner la flûte dans le bon, enfin les deux plaquettes dans le bon état, dans la bonne place, la bonne position, pour qu'il n'y ait absolument aucune fuite d'air tout au long de ces deux rainures qui sont parallèles donc, de chaque côté de la flûte. Donc, une fois qu'on a effectivement obtenu ce cylindre, il faut le creuser. Et imaginez que ça s'est fait aussi toujours avec le même silex, un genre de grattoir ou de perçoir. Et donc, il va falloir évider complètement ces deux parties. Cela se fait très bien en bois, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit de l'ivoire, c'est une matière très dure.
Et voilà, on imagine qu'en grattant, ils ont réussi à faire quelque chose de régulier, proche du cylindre creux, c'est-à-dire d'un tube, qu'on a pu ensuite donc repositionner grâce à ces petites encoches pour en faire donc 2 demi-cylindres accolés parfaitement et qui deviennent parfaitement un tube. On peut les recoller, je pense qu'à l'époque, ils possédaient certainement des colles de la résine, tout simplement, la résine de pin ou de sapin, enfin de résineux, qui va permettre l'étanchéité parfaite, mais avant tout, pour qu'elle soit exacte, cette étanchéité, il faut vraiment avoir trouvé ce positionnement absolu. Et donc, c'est pour ça qu'il nous restera quand même une question, on le verra à la fin. Comment ont-ils réalisé cela? Parce que l'ivoire de mammouth n'est pas aussi simple dans son séchage que ce qu'on peut l'imaginer. J'ai ajouté quelques ligatures pour imaginer aussi que cette flûte-là ne puisse pas bouger selon l'état de la colle qui a pu s'y trouver dessus. Et ainsi, il ne reste plus à ce moment-là que à percer les trous de jeu. Et donc l'insufflation, vous l'avez vu, elle a déjà été décrite, ce sera sur le bord terminal, qui est ici, ou de l'autre côté, selon la position des trous. En fait, voilà, ici, ce serait de ce côté. Voilà donc cette hypothèse de reconstitution d'une flûte en ivoire de mammouth. Alors, bon, je ne vous cache pas que moi, j'ai été vraiment impressionné en regardant ce travail, sous forme de photo, bien sûr, et que, fabriquant moi-même, je me suis posé vraiment cette question pour me dire, si j'étais un homme préhistorique, comment me serais-je pris? C'est ce qui a été le sujet de mon développement. Peut-être que c'est celui-là, peut-être qu'il y en a d'autres. En tout cas, c'est un phénomène de travail qui montre que l'Aurignacien de la même époque que la grotte que nous avons visitée cet après-midi, ces gens-là avaient un savoir-faire extraordinaire. Ils possédaient vraiment, bien sûr, la technicité du silex, beaucoup mieux que nous, au XXIe siècle, nous pourrions le faire. Ils connaissaient certainement beaucoup plus de choses que nous sur ces outils qu'ils créaient eux-mêmes avec la pierre la plus dure. Et actuellement, si on voulait faire la même chose avec nos outils modernes, il faudrait utiliser le laser, par exemple. Même une scie ne serait pas aussi étanche pour retrouver le parfait équilibre d'un tuyau de flûte. Il reste la question, maintenant, de savoir pour quelles raisons ils ont utilisé l'ivoire de mammouth, et ça, tout le monde parmi vous peut y émettre des hypothèses, elles seront les bienvenues. Merci à vous. Bon, allez-y pour les questions, s'il y en a. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils auraient pu creuser les lamelles avant qu'elles soient ligaturées et arrondies par l'extérieur? On ne peut pas imaginer ça? Ça, c'était ma première idée. Sauf que, est-ce que tu as les vieux dessins que j'avais envoyés tout à fait au début? Pas sur le... Non, pas grave. Je les ai en personne. Bon, reviens s'il te plaît, Virginie, sur La toute première? la première. Au début, j'ai pensé ça, effectivement, je me suis dit, on tire simplement une lamelle suffisamment épaisse, la voici, et si elle a le diamètre qui convient, on va la rendre cylindrique, et on va ensuite la partager. C'est ça ta question? Non, pardon, alors reprends. On prendrait bien les deux lamelles. Celle du dessus, on la creuserait à raison de la moitié de l'intérieur de la future flûte. La lamelle du dessous, on la creuserait pour faire l'autre moitié. On les rassemble. C'est bien et ça. après ça, ils arrondissent. Que l'arrondi extérieur soit fait après. C'est pas du... Oui, c'est une possibilité aussi. Parce que du coup, il n'y a plus le souci de creuser un objet qui est déjà... Simplement, c'est vrai qu'en faisant ça, il fallait avoir l'image d'un cylindre intérieur sans réflexion, enfin sans prise de contact avec l'extérieur, c'est-à-dire on ne saurait pas exactement quelle serait l'épaisseur de la paroi. Représenter un cylindre en intérieur, c'est plus difficile que le représenter en extérieur. Si on commence par l'extérieur, on a une image vers quoi on va aller, et donc on peut repérer l'épaisseur. On n'a pas des pieds à coulisse pour réaliser ça, mais à l'œil, on peut mieux le voir. Je vous dis ça tout à l'heure, Marie-Barbara a parlé de la flûte, de la courtine flûte, la flûte siotanka des Indiens d'Amérique du Nord. Et elle se fait comme ça. C'est en bois, c'est beaucoup plus facile, mais quand je les réalise, ces flûtes-là, peu importe l'extérieur, je commence toujours par l'intérieur, effectivement, comme tu l'as dit. Et après, pour retrouver les épaisseurs,
je m'embête profondément, il faut vraiment être prudent. Là, il m'a semblé que désigner l'extérieur bien rond pouvait permettre de mieux équilibrer la surface intérieure, parce que même au doigt, même la sensation, on peut retoucher, on peut revoir. Donc on va creuser chaque demi-partie, on peut repérer plus facilement et sans objet de mesure l'épaisseur générale. Mais ce que tu as dit n'est pas impossible non plus, hein. C'est une autre probabilité. Ça, nous ne le saurons probablement pas. Mais bon, moi je l'ai imaginé un peu comme ça. Si j'avais dû travailler, j'aurais fait comme ça. Ceci dit, je ne m'y aventurerai pas, c'est très difficile. Hein. Jeff, je voudrais juste dire aussi que la flûte que vous avez vue jouer en position traversière, là, de Slovaquie, la Koncovka, c'est fait aussi en 2 morceaux de végétal. C'est du bois, de je ne sais plus quoi, du cerisier, je crois. Et donc, comme ils ont du mal à la percer, parce que la personne qui en jouait l'avait faite, hein, elle-même, c'est pas du tout un artisan du bois, donc il prend une branche, ensuite qui est relativement droite, il la coupe en 2, il la creuse, ensuite il remet, il n'y a pas de trou de jeu, vous avez vu, elle se joue, c'est une flûte harmonique, hein, et il réassemble les 2 morceaux qu'il a creusés, il met de l'écorce de cerisier qui s'enroule tout naturellement, il la met dans l'eau, après il fait le bloc là qui dépasse, hein, vous avez vu, juste il fait une petite entaille, donc voilà, après il fait son bloc à l'intérieur qui lui ménage son embouchure. Un peu avant de jouer, il mouille pour que ça gonfle et que la fente des 2 parties qui sont assemblées soit bien colmatée. Et après, quand la flûte est trop sèche, elle ne joue plus parce que l'air part de partout. Donc c'est un instrument relativement élaboré, mais temporaire, hein, qui se joue quand l'arbre est suffisamment, la branche est suffisamment tendre pour être creusée. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a énormément d'éléments d'information du contexte du matériau. Là, ces mammouths, ils étaient vivants quand les flûtes ont été fabriquées. Donc là, c'était frais. Tu n'auras jamais du mammouth pour reconstituer, enfin celui qu'on trouvera, il viendra de Sibérie, ça fera des milliers d'années qu'il est dans le permafrost, il n'aura pas du tout la même matière, il sera peut-être beaucoup plus dur. Et là, je suis aussi étonnée de voir qu'on peut parler de flûtes alors qu'on n'est même pas sûr que c'est des flûtes, mais bon, admettons que ce soit des flûtes, parce que il y avait peut-être une ange de clarinette introduite, enfin peu importe. Aussi la double encoche, on ne sait pas tout ça. Donc moi la question, ce qui m'interroge, c'est que les archéologues, d'abord ils ont l'air très jaloux de leur découverte et on n'a même pas une image de cet instrument, je trouve ça extrêmement dommage. Et ils ne travaillent pas assez dans la pluridisciplinarité justement pour faire avancer les choses parce qu'on se creuse toute la tête de notre côté. Et voilà, c'est des questions très 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 intéressantes effectivement. C'était juste une réflexion. Une information pour cette flûte de Slovaquie et puis une réflexion sur les avancées dans le domaine des instruments de musique de la préhistoire où les archéologues ne sont pas assez... Enfin, je ne voudrais pas critiquer les archéologues, je travaille avec eux d'ailleurs. Mais il y a un manque quand même parce que ce sont des pièces très fragiles, elles ne peuvent pas circuler. Voilà, c'est la vraie question de cette connaissance. Est-ce que du coup il n'y a jamais eu d'études tracéologiques justement pour comprendre Il y en a, mais c'est les archéologues qui vont faire les études de tracéologie, alors qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un comme Tinaï Clodoré qui commence à connaître, elle essaye de se déplacer le plus possible, donc de voir différents objets pour les étudier et faire des études comparatives, alors qu'un archéologue, il travaille sur son site et il ne peut pas rassembler toutes les informations qu'il faudrait, et la tracéologie, c'est moins vrai aujourd'hui, mais je trouve que aujourd'hui, on ne met pas encore assez les moyens de travailler ensemble parce que la tracéologie, c'est aussi des facteurs de flûte qui doivent le faire. Et des physiciens, parce que qu'est-ce qui nous dit que dans ces tuyaux tous fins, si on met une ange de clarinette, comment le tuyau va réagir? Peut-être que ça ne peut pas être une ange de clarinette. Là, cette flûte à double encoche. Moi, je ne suis pas sûre que ce soit une double encoche. Est-ce que c'est pas un trou? C'est cassé à l'endroit où il y avait 2 trous. Et si c'était l'os était entier et qu'on ait mis une anche de clarinette, par exemple, peut-être qu'un acousticien va faire des études, des mesures d'impédance, comme il dit, c'est-à-dire ils vont calculer avec l'ordinateur toutes les possibilités de réagir du tuyau, selon que c'est une embouchure de flûte, selon que c'est une clarinette,
et ils vont voir que le tuyau il ne réagit pas avec tel ou tel dispositif, tel système excitateur. Donc en fait, on est vraiment au croisement de plein de disciplines et c'est pour ça que je trouve que c'est bien qu'on soit tous réunis là pour avancer un peu, parce que toutes ces questions elles sont vachement importantes. En ce qui concerne la double encoche, en fait, des archéologues avec la tracéologie seront tout à fait capables de dire que c'est pas une cassure, que c'est bien travaillé. Oui. Mais est-ce que de la tracéologie a été faite sur cet instrument-là? Non. Enfin, peut-être que oui, mais je n'ai pas trouvé l'information. Je pense vraiment qu'il y a très très peu de tracéologie qui a été réalisée sur les instruments de musique. Et au-delà de savoir si les trous ont été vraiment réalisés par l'homme, parce qu'on va avoir des cas où c'est douteux, au-delà de savoir ça, si c'est des cassures ou si c'est vraiment voulu, au-delà de ça, c'est vrai que la tracéologie réalisée par un archéologue ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Donc, si on ne croise pas, si on n'est pas si on ne fait pas de... Parce que le regard n'est pas le même. À chaque spécialité, son regard. Et une formation, c'est une déformation. Voilà, moi j'ai ma déformation d'organologue. Vous avez vu, c'est relativement stérile ce que je vous ai montré. Mais ça a cet avantage d'être un peu plus universel. Jeff, tu as la tienne, un archéologue, Virginie, tu as la tienne, et c'est ça qui est très très important. Mais je parlais de tracéologie pour comprendre justement techniquement comment ça peut être creusé sans parler des trous. Mais effectivement, je pense que c'est très intéressant ce que vous dites, et c'est peut-être une démarche en fait de vous